La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle Littérature et écologie, Anne de Malaret, directrice de collection et programmatrice au Musée de la Chasse et de la Nature, accueille l'anthropologue Nastasia Martin, qui a publié en 2019 le récit Croire aux fauves. Bonjour Nastasia Martin. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien que nous avons choisi ensemble d'intituler « Écrire face à l'incertitude environnementale ». Alors, je vais d'abord vous présenter rapidement. Vous êtes anthropologue, auteur de 2 ouvrages, Les âmes sauvages d'abord, publié en 2016 aux éditions La Découverte, qui est issu de votre thèse sous la direction de Philippe Descola et consacrée aux Gwich'in d'Alaska, un peuple de chasseurs d'Alaska. Et Croire aux fauves, publié aux éditions Verticales en 2019. Alors, le projet de cette conférence est d'explorer avec vous la manière dont la crise climatique nous plonge dans l'incertitude quant au devenir de nos sociétés humaines. Elle nous confronte à notre incapacité, en Occident, à trouver les mots pour décrire cette situation à laquelle nous faisons face. Et les discours qui tentent de se raccrocher à l'idée que ce qui nous affecte en ce moment ne serait que passager, dans un mouvement continu du progrès, reviennent en réalité à un silence assourdissant. Et au contraire, vous prenez à bras le corps, pourrait-on dire, cet enjeu de décrire, de trouver les mots pour parler de cette incertitude environnementale qui vous a saisi d'une manière dramatique dès votre premier terrain d'anthropologie chez les Gwich'in en Alaska. Et il me semble que écrire face à l'incertitude environnementale est devenu une question centrale pour vous, en passant notamment, et on en reparlera, de l'Alaska au Kamchatka, et que l'enjeu dans cette écriture est de pluraliser les réponses à la crise écologique à laquelle nous faisons face. Et alors, vos écrits et leur style qui dénotent dans le champ de l'anthropologie française contemporaine, votre cheminement théorique et les déplacements géographiques qui vous ont amené d'un terrain à l'autre sont peut-être guidés par cette nécessité. Et l'idée de cette conférence est de cheminer ensemble justement de la question de l'écriture à celle de votre projet théorique et au terrain qui est indissociable de l'émergence des deux. Alors, peut-être pour commencer, la première question que j'aurais envie de vous poser, c'est de savoir comment justement cette question de l'incertitude a fait irruption dans votre travail de jeune anthropologue sur ce premier terrain en Alaska. Et comment aussi cela vous a obligé à réinfléchir le projet de thèse qui était le vôtre en arrivant sur ce terrain. Oui, alors peut-être pour rebondir un petit peu sur la question, j'aime beaucoup cette expression de silence assourdissant de nos relations ici même avec les autres êtres qui nous entourent. Et je pense que j'ai décidé de me lancer dans une thèse chez les Gwich'in en Alaska, quelque part pour répondre à ce silence qui m'était difficile à vivre depuis toute petite. Et partir voir plus loin quelque part si d'autres mondes existaient, si d'autres manières d'organiser nos relations, nos rapports aux autres êtres vivants existaient, et s'il allait être possible de justement de les mettre en comparaison avec le nôtre.
ce qu'est le travail de l'anthropologie. J'ai donc commencé une thèse sous la direction de Philippe Descola et je suis partie chez les Gwich'in parce que je voulais spécifiquement m'intéresser à la question de l'animisme qui avait été sorti de sa désuétude donc par Philippe Descola, qu'il avait heu, structuré en tant qu'une ontologie parmi tant d'autres, c'est-à-dire une manière de se relier au monde parmi tant d'autres. Et cette manière, elle est assez simplement explicable. C'est tout simplement l'idée que les êtres qui nous entourent, heu, les animaux par exemple, ne sont pas de simples machines biologiques, mais qu'ils disposent de quelque chose qui ressemble à une âme, une intériorité, et que donc ils sont des êtres dotés de puissance au même titre que nous humains, et qu'il est donc possible de dialoguer avec eux sur des bases communes. Et donc je suis partie chez les Gwich'in parce qu'ils me semblaient être les derniers représentants de cet animisme qui allait peu à peu disparaissant en étant confronté à la modernité galopante et à ses effets. Et je les ai choisis parce qu'en fait, ils étaient à l'époque, là je parle d'il y a à peu près 15 ans, très médiatique en fait, parce qu'il s'opposait à l'exploitation pétrolière de la plaine côtière d'un parc national dans le nord de l'Alaska qui s'appelle le Arctic National Wildlife Refuge. Et donc il s'y opposait en disant que si les entreprises pétrolières venaient creuser du pétrole enfin explorer pour le pétrole à cet endroit-là, ça allait être une véritable catastrophe pour la harde de caribous qui migrent chaque année, chaque été sur cette plaine, et qui met bas en fait sur cette plaine côtière, et que eux en fait entretenaient des relations animiques avec ces caribous, et que si donc ces caribous disparaissaient, leur propre culture allait disparaître. Donc en fait, d'une problématique écologique, si vous voulez, ils ont fait une problématique de droits humains. Et donc, ce qui lorsque j'ai étudié ce conflit, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, c'est parfait, je vais pouvoir étudier l'animisme, à cet endroit-là», parce que, de fait, ils ont même en plus un discours, médiatique, c'est-à-dire à destination du monde extérieur sur, leur mode de relation à l'environnement, et ça devient même quelque part, un outil, politique pour contrer, des politiques extractivistes. Heu donc j'étais pleine d'espérance, lorsque je suis arrivée sur le terrain, et espérances qui ont été malmenées et déçues dans une large mesure pendant cette toute première année de terrain, parce que je me suis confrontée à un monde ruiné, désespéré. Donc j'ai travaillé dans le village de Fort Yukon, qui est dans le nord-est de l'Alaska, où en fait, là où je pensais trouver des chasseurs-pêcheurs dans une, comment dire? Une bonne santé physique et mentale, beh, je me suis retrouvée dans un village jonché de débris de modernité, avec une grande partie de la population qui faisait face à des problèmes de drogue, d'alcool, de violences conjugales, et cetera. Toutes choses qui sont absolument, enfin très, très, très communes, dans le Grand Nord, hein, d'un point de vue général. Hem Et des gens qui finalement me faisaient part de heu, leur incertitude quant au devenir du monde qu'ils habitaient. D'une part, parce que les métamorphoses environnementales dues au changement climatique étaient absolument drastiques dans le Grand Nord, et je n'avais pas réalisé jusqu'à quel point. C'est-à-dire que les animaux qu'ils chassaient tout simplement transformaient leur route migratoire, ou ne migraient plus du tout. Ces fameux caribous, par exemple, de la plaine côtière,
vous vous imaginez bien que dans les médias, ils se gardaient, de parler de ces questions, mais la réalité sur le terrain, c'était qu'ils ne pouvaient même plus les chasser puisqu'ils n'étaient plus aux endroits où on les attendait. De même pour les saumons qui ne remontaient plus les mêmes rivières, la forêt, la taïga qui n'avait de cesse de brûler, qui faisait qu'on se retrouvait littéralement en fait, dans la fumée, pendant, 2 à 3 mois de l'année avec cette sensation de picotement au fond de la gorge perpétuel, les yeux rouges et cetera. Et donc tout ça, c'est vraiment, ce sentiment d'un monde qui est en train de se déliter, il est pas juste symbolique, il est réellement, physique et visible dans les corps. Donc à la fois dans les pratiques de chasse, mais aussi, heu, tout simplement, dans la manière d'habiter un lieu. Et c'est la même chose pour, les berges des rivières, qui s'effondrent avec dessus, les maisons, qui tombent dans la rivière. Il y a beaucoup de photos emblématiques, qui sont passées sur internet, sur ces maisons, du Grand Nord, complètement, effondrées, ou charriées par les flots. Voilà, ça c'est vraiment la «réalité écologique» entre guillemets, que sont en train de vivre, les habitants, du subarctique. L'autre choc, auquel, heu, je j'ai été confrontée, enfin auquel je me suis rendu compte qu'ils étaient confrontés plus exactement, c'est, la relation, aux politiques de gestion environnementale, américaines, qui, oscillent, d'un côté entre, des politiques de protection de l'environnement, c'est-à-dire, qui se saisissent de plus en plus de terres pour, les sécuriser dans des parcs nationaux, ce qui fait que les indigènes, tout simplement ne peuvent plus, ni chasser ni pêcher, ou des politiques, d'exploitation, d'extraction des ressources naturelles, qui, sur certains autres territoires réputés, «moins scéniques» entre guillemets, qui auraient moins de valeur, ajoutée, pour faire partie de la wilderness, hein, de la nature sauvage, qui du coup sont, exploitées, soit, pour le pétrole, soit pour l'or, soit pour le bois, et cetera et cetera. Et donc les Gwich'in se trouvaient finalement un petit peu, heu, entre ces 2, finalement à devoir combattre ces 2 politiques de gestion a priori contradictoires, mais qui en fait, ne le sont pas, hein. C'est les 2 faces d'une Mmh. même pièce de l'ontologie, de manière de se relier au monde, moderne. C'est-à-dire, il faut à la fois exploiter, et protéger. Il faut protéger pour exploiter et vice versa. Et eux qui ne se situaient, ni dans l'un ni dans l'autre de ces pôles, finalement se retrouver, complètement, exclus, à la fois, de leur propre monde, à cause de ces métamorphoses environnementales, mais aussi, du monde qu'on attendait qu'ils habitent, quelque part. Que les politiques de gestion américaines, avaient, et étaient en train de former, pour eux. Et donc ce monde auquel il fallait qu'ils s'assimilent quelque part. Une Mmh. espèce de double exclusion comme ça, de leur monde, ce qui explique assez bien, les raisons pour lesquelles, le sentiment premier qui moi m'a habité, heu, lorsque je suis rentrée en relation avec eux, c'était un sentiment d'une profonde, tristesse et d'une grande désespérance. Et à ce moment-là, je me suis dit, à ce moment-là de mon travail, je me suis dit, finalement, heu, ça va être absolument impossible d'écrire une thèse sur l'animisme puisque ce n'était pas, ce dont les gens me parlaient tout simplement, mais je vais plutôt écrire une thèse sur l'histoire coloniale, sur les raisons pour lesquelles, nous en sommes arrivés là, aujourd'hui. Et c'est vraiment ce travail, que j'ai commencé à faire lors de ma première année de terrain, Mmh. avant même,
enfin avant même. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je n'imaginais pas que j'allais pouvoir retravailler sur la question de l'animisme. Finalement, j'avais complètement abandonné cette problématique, qui s'était, dissoute quelque part face à la violence, d'un terrain confronté à, l'actualité politique et environnementale. Mmh. Et comment justement, puisque, cette question de l'animisme est revenue en fait un peu plus tard dans votre, projet, voilà de recherche, est-ce que vous pouvez, nous expliquer de quelle manière elle est revenue et peut-être, dans une perspective finalement complètement renouvelée par rapport à, peut-être l'acception ou l'idée que vous en aviez en arrivant justement sur ce terrain, où l'animisme vous semblait, je veux dire vivace, mais peut-être pas de la manière dont finalement, il s'est avéré, qu'il l'était? Oui, alors, peut-être avant de répondre à la question, juste de dire qu'en fait, la manière dont Philippe Descola a retravaillé la question de l'animisme, c'est, en l'érigeant comme une ontologie à part entière. C'est-à-dire tout simplement un mode d'être au monde, un mode de relation au monde et un mode de relation au monde qui serait, symétrique avec le nôtre, qu'il a appelé naturalisme. Symétrique, ça veut dire qu'il existerait, au même titre, que le nôtre, vraiment sur un plan, horizontal. Et pour faire ça, heu, il l'a quelque part, déshistoricisé, Mmh. c'est-à-dire qu'on a mis la question, de l'histoire de côté. On a mis la question de combien de personnes, entre guillemets, sont naturalistes ou animistes, de côté, pour considérer ces ontologies vraiment comme pouvant dialoguer l'une face à l'autre. Et pour faire ça, il faut les stabiliser. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné, réfléchir, en philosophe, hein, à, qu'est-ce qui compose un mode d'être au monde? Quels sont les axiomes, stables que l'on retrouve dans plusieurs régions du monde, que ce soit dans le Grand Nord, en Amazonie, hem, en Asie du Sud-Est? Quels sont ces axiomes stables, qu'on retrouve chez ces différentes sociétés qui peuvent permettre de dire: «Voilà, là, on a affaire à l'ontologie animiste». Donc il y a nécessairement, pour parler d'une ontologie animiste, un processus, de, stabilisation de ce rapport au monde. Et en effet, moi, mon grand problème lorsque je suis arrivée sur le terrain, c'est que je comment dire? Cette stabilisation était absolument impossible ou en tout cas, elle a été complètement recouverte par, heu, à la fois l'histoire et l'actualité, j'ai envie de dire. L'histoire coloniale, le poids de l'histoire coloniale qui faisait que moi, je ne pouvais pas faire abstraction, de la relation particulière les colons, les premiers colons et ces indigènes qui étaient censés être animistes quelque part et l'actualité, c'est-à-dire comment, continuer de parler de formes stables, de relations, à l'environnement lorsque celui-ci est en train de se métamorphoser complètement et que les gens eux-mêmes vous disent, «Le sens commun ne fait plus sens, on ne comprend plus, ce que les animaux, font». Lorsque même les chamans vous disent, «Nous n'arrivons plus à rêver, il y a trop de bruit dans le village, ça grésille, il y a trop d'ondes, il y a trop de bruit, on ne peut plus rêver, donc on ne peut plus localiser les caribous en rêve, par exemple. Comment vous faites, du coup, pour continuer à parler d'un mode de rapport au monde qui serait stable lorsque finalement tout était en train de se déliter, tout est instable, etc. Donc voilà, ça, c'est la raison pour laquelle j'ai abandonné dans un premier temps l'idée de travailler sur l'animisme, mais finalement, au bout de plusieurs mois, voire, 1 année entière de terrain, c'est vrai que cette question est quelque part, si elle était sortie par la grande porte, elle est rentrée en fait, par la fenêtre, heu, parce que, heu, je me suis rendu compte que,
malgré tout, enfin malgré et avec, toutes ces difficultés auxquelles ils font face et ces métamorphoses environnementales, dont j'ai parlé, ils continuaient, le soir, entre eux, à leurs enfants et cetera, de se raconter, des histoires qui traitaient principalement, de leurs relations, enfin des relations entre les humains, et les autres êtres. C'est-à-dire, que ce soit, les animaux, les rivières, les forêts et cetera. Heu et que, heu et finalement j'ai commencé à en fait à réécouter ces histoires avec une oreille différente, et pas seulement l'histoire qu'on raconte, aux enfants le soir pour s'endormir, mais pourquoi il y avait une espèce de persistance, de formuler et reformuler encore, un certain type de relation à ces autres êtres qui n'étaient pas du tout, le type de relation que nous on formule en Occident. Et c'est-à-dire que qu'est-ce qui se raconte dans ces histoires? C'est tout le temps dans ces histoires et dans ces mythes, hein, là je vais pas faire la distinction parce que souvent très souvent c'est entremêlé. Mmh. Heu, en fait, on parle, d'êtres, qui, n'ont de cesse de déborder les catégories, que les humains eux-mêmes, leur ont assignées. Et là, je parle des Gwich'in eux-mêmes. C'est-à-dire que ces histoires racontent, la plupart du temps, comment, les, humains se font régulièrement déborder par les élans, les caribous, les ours, les loups et cetera, et comment ces derniers sont toujours plus que ce qu'ils attendent d'eux. Heu, Finalement, ce que racontent ces histoires, ce sont comme un peu autant de mises en garde, de dire, lorsque dans le moment, diurne de la journée, vous allez entrer en relation avec ces êtres par exemple, des pratiques de chasse et cetera, attention, parce que ces êtres ne sont jamais là où on pense qu'ils sont. Parce qu'ils ne sont jamais ce qu'on attend d'eux, parce qu'ils peuvent toujours être plus rusés, plus intelligents et cetera, à la hauteur de ce que les humains peuvent faire aussi. Et donc en fait, ces histoires étaient tout le temps en train de remettre de la comment dire? De la réflexivité, sur des relations qui sont de fait incertaines et instables. Et je me suis rendu compte que en fait, ces histoires étaient absolument appropriées pour penser ce qui était en train de se passer avec, le changement climatique et les métamorphoses, heu, écologiques et éthologiques qu'il entraîne. C'est-à-dire que ces animaux, de fait, même du point de vue des biologistes et pas seulement des gens, des indigènes qui continuaient de vivre à leur contact, ne faisaient plus, ce à quoi les humains, s'attendaient. Et que finalement, les Gwich'in étaient peut-être bien, heu mieux armés quelque part pour penser cette question de l'incertitude, de l'instabilité que nous l'étions nous-mêmes. Donc j'ai entamé tout un travail de finalement de décortiquage, de ces histoires, de ces mythes, pour, montrer à quel point ils étaient actuels, et qu'ils nous aidaient à penser, la crise écologique avec, un point de vue, un regard, heu, renouvelé. Et précisément, c'est difficile de maintenir les conditions de ce dialogue avec les autres êtres dans, le contexte, de l'Alaska qui est, comme vous l'avez, rappelé, un avant-poste, du réchauffement climatique, en proie à une exploitation, capitalistique des ressources qui menace en fait la survie précisément de ces autres êtres. Oui, Hem, et juste si je peux me permettre de répondre déjà, à cette question avant de passer à la suivante. Absolument, c'est vraiment difficile, c'est-à-dire que, con continuer, de chasser et de pêcher, dans les conditions, qui sont celles de l'Alaska actuel, c'est un choix politique. C'est un choix qui est extrêmement dur à tenir. À la fois parce que la plupart du temps, Heu, on va contre les politiques de gestion mises en place, par l'État, c'est-à-dire qu'on devient peu ou prou des braconniers.
lorsque l'on veut continuer de chasser. Donc déjà, c'est un choix qui est très engageant, pour ces sociétés et par ailleurs, les le chasser dans le contexte, du réchauffement climatique avec des animaux qui ne sont plus, ceux auxquels on est habitué, qui ne sont plus là où on pense qu'ils sont et cetera. C'est-à-dire il faut redoubler d'efforts. Il faut être encore plus réflexif quelque part, heu et quelque part encore plus animiste. C'est-à-dire qu'il faut, en fait, on et ces collectifs sont forcés de questionner, heu, ces êtres, c'est-à-dire, là où ils sont, ce qu'ils font, là où ils sont en train de se transformer, vers quoi ils vont se transformer au quotidien et c'est des questions qui deviennent, heu réellement qui habitent en fait, les dialogues et les conversations que les humains peuvent avoir entre eux. Donc oui, heu continuer de faire ce qu'ils font dans le contexte actuel, c'est un vrai choix, qui est de l'ordre du choix politique. Et je voulais justement, amener, la question de votre second terrain et le passage de l'un à l'autre, à partir, il me semble, de la phrase qui vous a été, dite par un de vos interlocuteurs, Gwich'in, qui disait, voilà, que si tout s'effondrait, il repartirait en forêt. Hem et mmh et en fait, voilà, vous dites que certaines phrases produisent des déclics qui, voilà, qui amènent, la recherche, à un autre endroit et qui déploient la question autrement et précisément cette question de l'animisme, et du dialogue avec les autres êtres comme forme de résistance ou de réponse, s'est déployée à partir de cette phrase qui peut avoir l'air, anecdotique, à un autre terrain qui est celui sur lequel vous travaillez actuellement. Oui, ce que Dacho, expliquait par là, c'est que, heu, les Gwich'in sont quelque part tenus, par des aides sociales, qui sont minimes, mais qui existent, toutefois, sont tenus dans une forme de précarité sédentaire, si j'ose dire, au sein, des villages et là, en l'occurrence, de Fort Yukon. Hem et qu'en fait, ce qu'il cherchait à dire par là, en disant, «Si tout s'effondrait», sous-entendu, si le système économique qui nous tient, sédentarisés au village s'effondre, moi et ma famille, nous repartirons en forêt et c'est pour ça que je continue de, leur apprendre à chasser, à pêcher, à reconnaître, les arbres, les plantes, à connaître nos territoires de chasse et cetera et à dialoguer avec les animaux, que l'on chasse. Et c'est vrai que ça a été un déclic parce que je me suis dit: «Mais, de l'autre côté du détroit de Bering, en Russie, les collectifs indigènes ont déjà fait face, à un effondrement, systémique de toutes les structures, qui les tenaient, dans un monde particulier et qu'en est-il de, qu'ont-ils fait en fait? Est-ce que, il serait possible, heu, de 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 trouver, quelque part, un, ou des, collectifs indigènes qui auraient fait ce choix-là, heu, à la lumière de la crise, heu, économique et politique de 91 et de l'effondrement de l'URSS. Et c'est avec cette idée en tête, que, plusieurs années après, j'ai j'ai entamé une recherche, au Kamtchatka, chez les Évènes, heu, de la région, d'Itcha, à l'est des Sceaux. Et pourquoi le Kamtchatka? C'était pas du tout, un choix, anodin. En fait, je pour entamer cette recherche comparative,
j'avais vraiment besoin d'un territoire qui soit, le miroir de l'Alaska côté russe et pas seulement le miroir au sens, j'avais besoin de sociétés, qui seraient encore animistes, mais j'avais surtout besoin d'un territoire, qui soit conçu, par les États qui les administrent, en l'occurrence l'Amérique et la Russie, heu, peu ou prou de la même manière et le Kamtchatka répondait bien, à cette nécessité parce que, il était aussi, comme il est, aussi, comme l'Alaska, une ancienne, base militaire qui jusque, dans les années, 90, surveillait, d'ailleurs, l'Alaska, mais aussi, le dernier bastion, d'une nature, sauvage qui se voit, médiatisée, par la Russie, comme le dernier écrin, quelque part de wilderness et un réservoir de ressources naturelles. En l'occurrence, il y a énormément de gaz au Kamtchatka. Le Kamtchatka me paraissait être le bon candidat pour entamer une comparaison, avec l'Alaska, mais néanmoins je savais absolument pas, si j'allais trouver, un collectif indigène, qui, avait fait, ce choix de retour en forêt. Est-ce qu'il existait ou pas? J'avais plusieurs exemples, en Sibérie, d'après ce que j'avais lu, c'était une hypothèse, qui se tenait, mais heu, pour ce qui est du Kamtchatka, j'avais aucune preuve de l'existence d'un tel collectif et donc je suis partie en 2014, juste après la soutenance de ma thèse, avec un collègue et ami, Charles Stepanov, pour, entamer un premier terrain, au Kamtchatka, un terrain exploratoire en réalité de cette hypothèse, de cette hypothèse de, finalement, existe-t-il un collectif indigène qui aurait fait un choix, assez radicalement, différent, au moment de la chute de l'Union soviétique? Et de fait, donc on les a cherchés et de fait, au bout de plusieurs semaines, heu, on a pu, enfin, on a entendu parler, puis on a pu rencontrer, un clan familial Even qui était, reparti vivre, en forêt, à la chute de l'Union soviétique, même juste avant parce qu'ils étaient repartis en 1989, au moment où, à l'Est, dans le Grand Est, heu, toutes les structures économiques, étaient déjà en train de s'effondrer, et qui avaient donc, fait ce choix et ce clan familial est devenu, le le sujet de mon et de mes futurs terrains, depuis, plus de 7 ans. Voilà. Justement, pour revenir sur, cette, question centrale du dialogue, du maintien du dialogue avec les autres êtres, heu, qu'est-ce que vous avez pu observer, peut-être de comparable ou au contraire de très différent de ce point de vue-là, de ce que vivent, les Gwich'in, en Alaska? Oui, Chez moi, évidemment. alors, peut-être pour introduire cette question, juste, citer une phrase que j'aime bien citer qui est cette phrase de Daria qui est très belle. Donc Daria qui est la chef de ce clan familial, qui est très, très belle, qui dit, heu heu, en 1989, lorsque la lumière s'est éteinte, les esprits sont revenus et finalement, voilà, c'est une bonne introduction pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer à ce moment-là. C'est que déjà, littéralement, la lumière s'est éteinte. C'est qu'un jour, dans ces anciens kolkhozes dans lesquels étaient, sédentarisés, les évènes, heu, tout l'afflux, des vivres a complètement cessé, l'apport en électricité a cessé, c'est-à-dire que tout, s'est arrêté. Ça serait un petit peu comme un comme un moment de confinement, général, mais sans la possibilité d'aller au supermarché quelque part. C'est-à-dire que voilà, tout, s'est arrêté et à ce moment-là, heu, qu'est-ce que ça veut dire les esprits sont revenus? Ça veut dire finalement, la nécessité de se relier à nouveau,
aux êtres qui nous entourent, nous est apparu comme la seule issue possible pour faire face à cette crise. Et ça, c'est vraiment quelque chose de de très important parce qu'en fait, c'est ça, c'est cette, nécessité de recréer un dialogue et encore une fois, dialogue qui a été, mis en sourdine, non seulement par, pas par la crise, mais par ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire par les politiques, coloniales pendant l'URSS, par, une gestion, rationnelle, des relations, aux animaux, que l'on avait. Les Évènes sont un peuple d'éleveurs de rennes. Leurs rennes ont été collectivisées, pendant l'époque soviétique et au moment de la collectivisation, ce n'étaient plus des petits troupeaux que les familles avaient avec lesquels ils pouvaient entretenir des relations, mais ce sont devenus de gigantesques troupeaux de 1 000, 2 000, 3 000 bêtes avec lesquels il fallait avoir, il n'était plus possible d'avoir des relations interspécifiques, comme on peut observer en Sibérie centrale et cetera, dans des tout petits élevages. Mais on devait avoir un rapport d'élevage, rationnel, et à penser ces animaux plutôt comme une masse à gérer, plutôt que comme des êtres avec lesquels on allait pouvoir entrer en dialogue et cetera. Donc ça, c'est vraiment des choses qui ont été, implémentées pendant l'époque soviétique et qui sont devenues le quotidien de ces Évènes qui n'étaient même plus propriétaires de leurs rennes, mais qui étaient les bergers de ces troupeaux de rennes, immenses. Et ils n'avaient pas seulement perdu leurs rennes, mais ils avaient perdu ces relations particulières qu'ils avaient avec leurs rennes. Et donc, au moment de la crise, quand Daria dit: «La lumière s'éteint et les esprits reviennent», c'est, la possibilité de renouer des relations, qui ont été avortées pendant toute cette, période, de l'URSS, redevient, quelque chose de réalisable. Il est possible de faire ce choix vraiment à la lueur la crise et de l'effondrement, des structures, qui les tenaient jusque-là et donc ils repartent en forêt et c'est là où il faut faire très attention parce que, c'est pas un retour en forêt comme un retour à une authenticité perdue qui aurait été malmenée pendant l'époque de l'URSS et cetera. C'est pas du tout ça parce qu'en fait, ils repartent habité, sur les ruines, d'un petit kolkhoz, très éloigné en forêt, qui était une base, de ravitaillement pour les éleveurs de rennes, non loin d'où Daria, elle-même est née il y a, 70 ans. Et donc ce que je trouve absolument enfin passionnant dans avec ces gens, c'est qu'en fait, ils décident de repartir en forêt sans rennes pour redevenir chasseurs-pêcheurs, c'est-à-dire pour renouer des relations, avec, les êtres qui les entourent, mais sans rennes, puisque de fait, ils n'en ont plus. Mais ils ne vont pas faire ça, ex nihilo, ils vont faire ça, ils réinvestissent, les ruines d'une tentative politique qui a échoué, qui s'appelle Tfayan, voilà, qui est aujourd'hui c'est un camp de chasse, dans lequel vit ce clan familial étendu. Mais voilà, qui est, donc on voit bien en fait comment tout s'enchevêtre en fait et comment on ne peut pas séparer, cette réponse qu'ils sont en train de formuler à leur actualité politique qui est, nous allons nous relier de nouveau, aux animaux, nous allons, chasser de nouveau, pêcher de nouveau et nous allons faire de ça notre moyen de subsistance, principal. On ne peut pas séparer ça de la question, historique, et politique, c'est-à-dire, du monde extérieur, dans lequel ils ont évolué, avec lequel ils ont eu à entrer en relation et cetera. Et là, on voit bien, et c'est pour ça que j'aime bien dire, c'est que, cette forme animiste de rapport au monde qui est en train de se retisser dans les forêts du Kamchatka est une réponse. C'est une réponse, à une histoire politique. C'est, une réponse à, un certain mode de relation au monde qui, à un moment donné, a échoué. Et donc c'est une tentative de renouer autrement, finalement,
Est-ce que, précisément, vous pourriez détailler, les formes, les modalités, je dirais plutôt peut-être, vous avez parlé des mythes et des histoires tout à l'heure, mais que prennent ce dialogue justement entre, les humains et les autres, êtres? Hem et peut-être notamment, aborder la question des zones où ce dialogue se déploie, hem, qui sont, des zones liminaires peut-être et des zones où, la question de l'altérité, la question de la rencontre possible avec l'altérité, hem, est en jeu et pourquoi ces endroits, précisément vous intéressent? Oui. Ouais. Hem, alors sur, les formes que prennent les dialogues, alors il y en a 3 principales, pour le dire vite. Heu, il y a la question de la chasse, là en l'occurrence la chasse, la pêche, voilà, où c'est un dialogue, concret, c'est-à-dire, on est forcé, de se poser des questions, sur, les animaux que l'on chasse pour savoir tout simplement où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, très important et donc ça nécessite tout un travail, a priori et a posteriori, hein, d'essayer de se mettre dans la peau de l'autre, de savoir ce qu'il ressent, pour être en mesure de l'approcher et si ça se passe bien, de le tuer. Ça peut paraître contradictoire, mais ça ne l'est pas parce qu'en fait, c'est grâce à la chair de ces animaux tout simplement qu'on peut, continuer de déployer nos existences à nous-mêmes, êtres humains. Donc c'est quelque chose de très important. Donc le dialogue dans la chasse, le dialogue dans les histoires, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure et dans les mythes par rapport à l'Alaska et il y a une 3e, volet que j'étudie, plus particulièrement. J'avais déjà touché en Alaska, mais là je vraiment je c'est une question qui m'habite beaucoup ces derniers temps au Kamtchatka, qui est la question du rêve. Donc la question du rêve, c'est vraiment, ce moment, nocturne où, le dialogue, animiste, je dirais, prend toute sa puissance. Pourquoi? Parce que le temps du rêve, c'est alors là, je parle d'un point de vue animiste, hein, c'est ce moment où, nocturne, c'est ce moment nocturne où l'âme, peut se détacher du corps physique pour aller à la rencontre, d'autres âmes, d'animaux qui sont en train de faire, par exemple, exactement ce que les humains font, c'est-à-dire dormir et rêver. Et donc en fait, cette rencontre des âmes pendant le moment nocturne, heu, devient une forme de dialogue. C'est-à-dire qu'il se passe des choses sont senties ou dites ou comprises et cetera et le moment du réveil est un moment absolument important chez les évennes parce que c'est là où il faut pouvoir formaliser, verbaliser ce qui a été déposé en nous par d'autres que nous dans ce moment nocturne où nous n'étions pas empêchés par les barrières physiques de nos corps respectifs. Parce que la question du moment «diurne» de la chasse entre guillemets, mais d'un point de vue plus général du fait d'être incarné dans un certain type d'être. Voilà, moi je suis une humaine, heu, il y a les caribous, il y a les élans, il y a les loups, il y a les ours et cetera. C'est que, pendant le temps de la journée, heu, il est très difficile, de dialoguer, enfin il est même tout simplement impossible presque, de dialoguer avec ces autres êtres parce que nos barrières physiques nous en empêchent, nos dispositions physiques nous en empêchent. Je ne sais pas parler la langue d'un loup, par exemple. Mais ce que disent, les évennes, c'est que dans le moment, nocturne, qui est vraiment un moment, un moment liminaire d'entre-deux mondes, ces dispositions, physiques n'entrent plus en jeu et il est possible de se rencontrer d'âme à âme et au moment où l'âme redescend dans le corps, au moment du réveil, c'est là où il faut être capable de se rappeler, de reformaliser ce qui s'est passé pour, quelque part orienter la manière dont, pendant la journée, nous allons entrer en relation avec ces autres êtres. Heu,
Et encore une fois, ça peut être des choses tout à fait, non spectaculaires, comme, une rencontre dans une rivière, sous l'eau, à un certain endroit de la rivière avec des saumons, qui sont là, à cet endroit-là, alors qu'ils n'étaient pas censés y être, et le fait de se souvenir de ça le matin va permettre, heu, aux pêcheurs d'aller se rendre pendant la journée sur cet endroit précis de la rivière qu'il a vu en rêve avec ses saumons, pour tenter de les attraper. Voilà, ça peut être des choses très, très pratiques comme ça. C'est ça que ça veut dire, le rêve oriente, la teneur des relations, à venir. En 2019, vous avez écrit Croire aux fauves à partir de l'expérience de votre rencontre accidentelle avec un ours sur votre terrain au Kamtchatka. Est-ce que vous pouvez nous parler, de l'enjeu pour vous de ce passage par la littérature? Oui. Qu'est-ce que c'est que qu'être, ethnologue? Qu'est-ce que c'est qu'arriver, sur un terrain, pour essayer de comprendre, un collectif qui, se relie au monde de manière tout à fait différente de la nôtre? C'est à un moment donné se mettre en capacité, de lâcher, heu, toutes les croyances, tous les préjugés, tous les jugements, que l'on avait, a priori, sur, le monde d'un point de vue général et ce monde, dans lequel on vient d'arriver. Et donc c'est en fait quelque part, ouvrir une brèche, dans les frontières que nous avons nous-mêmes constituées pendant notre éducation et cetera, entre nous, heu et ce monde extérieur que l'on est, venu, étudier. Et ça, c'est quelque chose, qui est très dangereux et dont les anthropologues, parlent assez peu finalement. C'est cette nécessité de se rendre perméable, au monde que l'on étudie et aux êtres qui nous entourent. Et c'est quelque chose qui, réellement dans la littérature anthropologique apparaît parfois, pendant le second livre, mais qui n'est pas, comment dire? Qui n'est pas évoqué comme quelque chose qui participe, du savoir en lui-même, qui n'est pas juste un contexte de production du savoir, mais qui participe du savoir spécifique, dont dispose l'ethnologue, sur le monde qu'il a étudié parce que ce monde l'a lui-même traversé. Et je pense qu'en fait, croire aux fauves, c'est une manière de en me resservant de cette expérience qui m'est arrivée à moi, c'est-à-dire de la dissolution, des limites, entre moi et ce monde animiste, c'est-à-dire que je me suis moi-même, mise à rêver, c'est ce dont je parlais tout à l'heure de la question du rêve. Je me suis mis à rêver, je me suis mis à être habitée par un autre être, que moi-même et quelque part peu importer que je croie ou que je ne crois pas à l'existence des âmes des ours, n'était pas en question puisque, c'était tout simplement en train de m'arriver et c'était quelque chose qui était très, très bien compris par, les personnes qui m'entouraient et au premier chef, Daria. Et donc ces rêves ne se sont pas arrêtés là, ils sont allés jusqu'à se concrétiser dans une véritable, rencontre, à l'issue de laquelle, je ne suis pas morte. Et donc au retour, de cette expérience, évidemment, j'ai d'abord eu la 1re, l'envie première de mettre ça de côté, de reprendre mon travail d'anthropologue là où il s'était, suspendu, pendant toute la période de l'hospitalisation et cetera et cetera. Et donc de reprendre à ce moment-là l'écriture de mon livre d'anthropologie. Mais de fait, heu je me suis assez vite rendu compte que c'était impossible, et que j'avais, besoin de dire quelque chose, non pas seulement pour me reconstruire moi-même en posant cette expérience sur le papier et donc en la sortant de moi-même. C'est un peu ce qu'on fait quand on écrit un livre d'un point de vue général, c'est qu'on sort une histoire relationnelle de son corps. C'était déjà quelque chose que j'avais évoqué pour les âmes sauvages, en Alaska. Mais c'était pas seulement ça, c'était aussi,
de me servir de la littérature comme d'un outil pour dire quelque chose qui est rarement dit, qui est, heu, qu'est-ce que c'est, que ce moment particulier, du travail de l'anthropologue, de ce moment qui peut aller, parfois très loin, comme ça a été mon cas, de, ne plus savoir, se distinguer, de l'autre quelque part, que d'entrer dans une zone où, soi et l'autre, ne sont plus spécifiés et où en fait on peut, quelque part, enfin c'est pas qu'on peut, c'est qu'on est forcé en fait, heu de ressentir des choses qui ne nous appartiennent pas. Et ça, c'est extrêmement, c'est quelque chose d'extrêmement dur, mais heu, je pense que, si c'est bien fait et si on a les capacités de revenir, de ce moment de trouble, de cette zone liminaire dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de cette zone de rencontre entre soi et l'autre où, l'issue de la rencontre est incertaine, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui, de l'un ou l'autre va dominer, qui de l'un ou l'autre va ressortir entre guillemets, vivant de la rencontre. Au retour de cette zone liminaire, heu, hem, d'en faire, heu, comment dire? D'en faire quelque chose, non seulement d'important, mais de structurant, pour la manière, dont, on va formaliser par la suite, heu notre étude ethnographique, particulière. Donc en fait, cette expérience pour moi, c'est comme ça m'a permis d'éclairer un point de méthode, en fait. Un point de méthode, qui est, ne plus, évacuer les conditions de production d'un savoir anthropologique particulier et au contraire, les remettre au centre, non pas pour faire de l'autofiction à jet continu, c'est-à-dire que je ne vais pas écrire, Décroire aux fauves, tous les 4 matins, mais pour en faire, un point, structurant à partir duquel, heu, un endroit à partir duquel on parle, en fait, c'est ça, un endroit spécifique à partir duquel on parle et qui, et la «légitimité» entre guillemets qui a toujours été un grand problème des anthropologues, sur quoi s'assoit la légitimité des anthropologues, elle je pense qu'elle s'assoit justement là-dessus. Parce qu'en fait, on décide de faire le choix de ne pas s'abstraire de l'équation, et notre expérience, participe de la manière dont, heu notre production scientifique va elle-même se créer, en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de, voilà, de très important pour moi et qui est, un point, méthodologique, mais je ne suis pas la seule, à être en train de faire ce déplacement. Nous sommes plusieurs et par ailleurs, je pense que dans un monde où l'instabilité, l'incertitude, est en train d'être enfin, de plus en plus accrue sur des terrains où il est de plus en plus difficile, de se relier de manière «pure» entre guillemets, à des indigènes et cetera, ce type d'approche, heu, est rendu heu, nécessaire, voire indispensable. Cet endroit, dont vous parlez comme un endroit depuis lequel, vous parlez, met en jeu, la question du style, en fait, et du ton et de comment, en fait, articuler, justement le fait de produire un savoir, de restituer et de produire un savoir et en même temps de tenir ensemble le fait d'être, d'être dedans d'une certaine manière et j'aimerais, juste lire un court passage, de Croire aux fauves pour voilà, le mettre en discussion, avec vous. Je dois dire que j'ai 2 carnets de terrain. L'un est diurne, il est empli de notes éparses, de descriptions minutieuses, de retranscriptions de dialogues ou de discours, opaques le plus souvent.
jusqu'à ce que je rentre chez moi et que j'y mette de l'ordre, jusqu'à ce que j'ordonne cet amas de données détaillées pour en faire quelque chose de stable, d'intelligible, de partageable. L'autre est nocturne, son contenu est partiel, fragmentaire, instable. Je l'appelle le cahier noir parce que je ne sais pas bien définir ce qu'il y a dedans. Le carnet diurne et le cahier nocturne sont l'expression de la dualité qui me ronge, d'une idée de l'objectif et du subjectif que je sauve malgré moi. Voilà. Alors, je voulais savoir comment est venue dans l'écriture de Croire aux fauves la nécessité d'ouvrir justement ce cahier nocturne, ce cahier noir, et peut-être aussi la manière dont les deux, selon vous, peuvent s'articuler autrement que comme justement une opposition dans la suite peut-être de votre travail. Oui, alors, oui, Croire aux fauves, c'est sûr que c'est vraiment un livre, un livre qui coule depuis, spécifiquement depuis le le cahier noir, et le cahier noir s'appelle le cahier noir parce que c'est un cahier que je n'ai absolument jamais utilisé, dans mes écrits, anthropologiques par ailleurs. Par exemple, dans Les âmes sauvages, c'est un cahier que j'ai avec moi depuis très, très longtemps, que j'emporte sur mon terrain, mais dans lequel, j'écris sous forme de fragments poétiques, tout ce qui vient percuter ma sensibilité, pendant le travail de terrain. Mais évidemment, je me garde bien, de faire, de mélanger en fait ces fragments avec, mes études entre guillemets, plus objectives, c'est-à-dire toutes les notes que je prends, dans mon carnet de terrain, un carnet de terrain classique, hein, notes que j'ordonne au retour, pour créer en fait un livre. Et évidemment, Croire aux fauves, c'était pas un livre comme les autres, c'est un livre de littérature et ça je le revendique, comme tel, même s'il parle du contexte, de production du savoir anthropologique. C'est un livre de littérature, heu, qui en fait, où je me suis, autorisée quelque part, à me dire, peut-être, que cette écriture automatique qui se trouve dans le cahier noir et qui est, finalement à jamais cachée par les anthropologues, parce qu'évidemment je suis pas la seule à avoir ce type de carnet, on est beaucoup je pense à avoir ce type de carnet, qui doit être caché quelque part pour, restituer un savoir, heu, stable et acceptable. Finalement, qu'est-ce qui se passerait si je m'autorisais à faire sortir les mots de ce carnet, heu et à, me servir de ce type d'énergie d'écriture-là pour écrire ce texte de Croire aux fauves. Et c'est vraiment comme ça que j'ai abordé ce texte. C'est une écriture qui est très, très ciselée, Mmh. hem, presque chirurgicale, heu et que j'ai écrit, finalement, très, très vite, en fait, dans le même type de disposition. Je me suis mis dans le même type de disposition, dans lequel, j'étais et je suis lorsque je prends des notes, ou lorsque j'écris des fragments dans ce fameux cahier noir. Et c'est presque un cahier, c'est presque, un cahier, et Croire aux fauves est un peu un texte aussi comme ça, onirique. C'est-à-dire où le passé, le présent, la temporalité, tout ça est très, est malléable et tout peut bouger finalement. On sait jamais vraiment bien à quel moment on est et puis on retombe sur nos pattes après, et cetera. Mais c'est vraiment voilà, j'ai complètement essayé de faire fi de la chronologie, classique, pour essayer de restituer au plus proche qu'est-ce que ça peut être que cette perméabilité à un monde animiste. Qu'est-ce que c'est que d'être habité par ça? Et ben, c'est aussi de fracturer quelque part, de fragmenter complètement le temps du récit auquel nous, sommes habitués, de le fragmenter en étant au plus proche, de l'expérience elle-même,
de tous ces registres de savoir à l'intérieur de moi qui se sont de fait fragmentés. Voilà. Donc ça c'était, voilà, c'était ça l'idée de croire aux fauves. Après, la question de savoir s'il est possible de faire cohabiter une telle écriture, heu dans un même texte avec une écriture, disons, plus analytique, d'un point de vue anthropologique, est une question abyssale à laquelle, en réalité, je n'ai pas, la réponse. Heu, Évidemment, il y a une différence entre, écrire un texte d'anthropologie avec une plume littéraire. Ça, c'est pour moi, c'est une évidence. Je suis très attachée à la question de la restitution, dans une langue, qui va être, non seulement accessible, mais qui va être en mesure de résonner chez le plus grand nombre, et pour ne pas que l'anthropologie se ferme et soit seulement disponible pour les anthropologues eux-mêmes ou d'autres scientifiques en sciences humaines, et vraiment que de nombreuses personnes puissent avoir accès à ces savoirs. Donc ça, c'est la plume littéraire, évidemment, mais il y a une différence entre avoir une plume littéraire et écrire à la manière, de Croire aux fauves, qui est une écriture, comme je disais, presque onirique, mais très chirurgicale, et cetera. Faire cohabiter ça avec, la description littéraire et l'analyse anthropologique d'un terrain particulier, je ne sais pas encore si c'est possible. Le choix de la littérature avec l'anthropologie, ça c'est quelque chose que, encore une fois, nous sommes plusieurs à faire. Je pense notamment à Anna Tsing, dans Frictions, qui est vraiment, qui a 2 registres quelque part, qui s'enchevêtrent perpétuellement. Elle le dit elle-même, hein, à la fois un registre poétique et à la fois un registre théorique. Et donc on va avoir des moments de description où elle-même aussi se met dans l'équation, et cetera, qui sont très littéraires, et ensuite des moments d'analyse, où il faut plisser les yeux pour comprendre, là où elle veut en venir, et ça crée un texte, qui est une expérimentation en lui-même, qui est p c'est pas forcément facile à lire. C'est pas forcément facile à lire, et je ne sais, pour ma part, je ne sais pas encore, là, dans le livre que je suis en train d'écrire, comment je vais régler cette question. C'est comme si, je sais que littérature et anthropologie doivent absolument, cohabiter de nouveau, parce que la littérature est, encore une fois, un outil, voire une arme pour, parler de l'altérité, de la question de l'altérité au plus grand nombre, et on a besoin de la question de l'altérité, on a besoin de pluraliser nos rapports au monde parce qu'on ne sait plus comment faire face à l'incertitude. Donc pour moi, c'est la seule valeur à l'heure actuelle de l'anthropologie, c'est ça, c'est de pouvoir dire: «Regardez, d'autres manières de faire monde existent. Qu'est-ce qu'on est en train de faire nous? Comment on va réinventer nos modes de relation au monde?» et cetera. Et ça, la littérature aide l'anthropologie en ce sens qu'elle devient, tout simplement lisible, accessible, et encore une fois, pas parce qu'elle a été vulgarisée, mais parce que, les outils littéraires permettent que ça résonne, dans les sensibilités des uns et des autres, que ça résonne presque poétiquement. Donc littérature et anthropologie, pour moi, doivent, recréer des liens qu'elles ont perdus il y a bien longtemps, au moment de la constitution de la discipline en tant que, de l'anthropologie en tant que science sociale. Mais, c'est très compliqué à faire, et je n'ai moi-même pas la réponse. Voilà. Mmh. Peut-être pour conclure, j'aimerais élargir, en tout cas, voilà, la question de l'incertitude, puisqu'on en a parlé à propos de vos 2 terrains de recherche en Alaska et au Kamtchatka. Mais il me semble que cet enjeu d'écrire face à l'incertitude, c'est aussi pour, justement pluraliser les réponses, des réponses qui peuvent nous aussi nous aider à composer avec l'incertitude que nous partageons aussi avec eux. Puisque, cette question des avant-postes, que vous avez observée, dans la situation environnementale au Kamtchatka et en Alaska, finalement,
les avant-postes se déplacent ou en tout cas ils s'élargissent et nous nous trouvons, avec l'épidémie actuelle à laquelle nous faisons face, finalement, face à une incertitude avec laquelle nous ne savons pas composer. Oui, absolument. Encore une fois, jusqu'à il y a peu, enfin, pour le dire très clairement, jusqu'au tout début du premier confinement où je pense que ce confinement nous a un petit peu, tombé dessus à tous, même si, on aurait pu s'y attendre. Jusqu'à très récemment, je parlais, du Grand Nord, de l'Alaska, du Kamtchatka en tant qu'avant-poste de métamorphose, environnementale, d'une crise écologique à laquelle il faisait déjà face depuis, de nombreuses années et qui allait, à un moment ou à un autre, nous affecter, nous aussi et évidemment tant qu'elle nous affecte pas directement, c'est difficile de prendre la mesure, de la réalité de cette crise, mais alors qu'elle était bien réelle déjà, et elle est toujours très réelle en Alaska, au Kamtchatka et partout dans le Grand Nord et dans des milieux, disons, extrêmes. C'est la même chose dans les milieux de haute altitude, c'est la même chose au niveau des tropiques et cetera. Il y a quand même beaucoup de milieux comme ça qui sont affectés par les métamorphoses environnementales qui nous épargnent jusqu'à présent et je pense que, et Bruno Latour l'a très bien dit dans un article, pour AOC, au début du 1er confinement, qu'en fait, cette crise sanitaire, elle pouvait vraiment être vue, comme le symptôme, d'une crise beaucoup plus large, qui est une crise environnementale, mais qui est surtout une crise de nos rapports aux autres êtres, en fait et qu'est-ce que la modernité a produit? Heu, Qu'est-ce que les conditions de production de la modernité ont fait, heu, au monde et à nos relations avec les êtres qui peuplent le monde et finalement jusqu'à maintenant c'était voilà, il y avait encore une légitimité ou enfin, comment dire? C'est pas une légitimité mais une raison pour moi de parler des avant-postes, mais à ce moment-là, après ce premier confinement, on a c'est-à-dire tout s'était pris par cette question de l'incertitude, de tout simplement comment on va vivre demain. Ça, c'est la question que se posent à peu près, tous les Français. Comment on va vivre demain? Comment ça va se passer? Heu Qu'est-ce que ça va être? Et ça, c'est une question, à laquelle enfin, face à laquelle on a été complètement épargnés, pendant des dizaines d'années, face à laquelle, les indigènes, d'un point de vue général, qui vivent dans des situations très, très précaires, dans le Grand Nord notamment, n'ont pas été épargnés. C'est une question qu'ils se posent, depuis très longtemps et aujourd'hui, heu, de manière très brutale, nous sommes en train, de nous la poser aussi et donc je pense que c'est un moment, encore une fois, qui peut être d'une grande créativité, comme c'est le cas, pour eux aussi. C'est-à-dire heu, face à un monde qui n'est plus celui auquel, heu, on pensait, face à un monde qui n'est plus celui auquel, on est habitué, auquel on savait se relier, comment est-ce qu'on reconfigure nos pratiques? Comment est-ce qu'on réinvente nos cosmologies, c'est-à-dire nos manières de dialoguer avec ces autres êtres? Comment est-ce qu'on réinfléchit nos rapports de production aussi, face à des animaux qui ne sont plus tellement là? Toutes ces questions qu'eux se posent et qui, lorsqu'elles sont adressées engendre de la créativité, engendre de l'invention, engendre des nouvelles formes de vie dans le Grand Nord et sont à même, ces questions sont à même de réinventer des milieux de vie, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se les applique à nous-mêmes, heu, potentiellement. Bah, de toute façon, voilà, elles sont là, heu, pour inventer des nouvelles formes. Merci beaucoup, Nastasia Martin, d'avoir, partagé avec nous ce qui anime, votre recherche et votre démarche, d'écriture, singulière et qui, il me semble, renouvelle, à la fois votre discipline et aussi, peut-être nos manières justement de penser, cette incertitude environnementale. Merci beaucoup Anne de Malray. Au revoir.
Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.